intervention, une première question. Déjà, je veux dire bonsoir. Pour remercier pour votre curiosité. Vous allez voir un film, vous n'en saviez rien. Voilà. Mais en tout cas, non, sachez que je suis ouvert à toute question, remarque, insulte, dans une certaine mesure. Mais voilà. Oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. C'est un film qui fait beaucoup de bien. C'est un film délicat et raffiné sur un sujet qui ne l'est pas forcément toujours, donc qui est réalisé avec beaucoup de pudeur, d'élégance et de brio dans la construction, et avec en plus un choix de musique classique magnifique. J'aurais en fait deux questions. Dans vos films précédents, vous aviez un rôle beaucoup plus important. Là, vous apparaissez de manière beaucoup plus fugitive. Alors, je voulais savoir pourquoi vous êtes mis vraiment beaucoup en retrait dans ce film-là en tant qu'acteur, et comment avez-vous choisi ce rôle plutôt que tous les autres rôles qu'il y avait dans le film, puisqu'il y en a d'autres que vous auriez pu interpréter, évidemment, j'imagine, très facilement. Et deuxièmement, pourquoi avoir laissé en plan, finalement, la longue patience entre François Cluzet et Frédéric Bell, qui ne trouve finalement pas d'accomplissement, ni pas d'impact non plus. Enfin, on reste en suspens. Voilà. Pourquoi avoir choisi de terminer sur Julie Depardieu et Laurence Stocker, et pas finalement sur Cluzet et Frédéric Bell. Bon, commençons d'abord, merci. Alors, en ce qui concerne, je commence par la première question, en ce qui concerne le fait que ma participation dans le film, déjà, j'ai joué un peu au départ dans mes films, parce que j'avais joué dans mon film de fin d'études, qui s'appelait Prometto d'Antonu, et j'avais joué un peu par admiration pour un certain nombre de cinéastes qui jouaient dans leurs films, que ce soit Woody Allen, Tati, Moretti, Jerry Lewis, Buster Keaton, il y en a plein. Et donc, et ensuite on m'a proposé de faire mon premier film, le producteur voulait que je joue dedans, et puis après il y avait une certaine sorte un peu d'entraînement et tout ça, mais j'ai jamais établi un programme comme quoi je devais jouer dans chacun de mes films, et voilà, on a trouvé intéressant peut-être de faire un film auquel je ne joue pas, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Alors c'est un film un peu compliqué à faire parce qu'il y a, enfin compliqué on va dire, à faire en termes de plan de travail sur le tournage. Il y a beaucoup de comédiens, on avait 6 semaines de tournage, beaucoup de décors, et il fallait faire rentrer ça un peu dans toutes les cases. Et donc ce que je m'étais dit un peu dans la tête, même si je ne joue pas dans le film, je serai un peu sur le banc de touche, je serai un remplaçant. Et en fait, ça n'a pas été possible pour le comédien à cause d'une date. Je crois d'ailleurs, il jouait au théâtre à Strasbourg et tout ça, ce jour-là. Et le jour, la date qui faisait défaut. Et donc, avec plaisir, avec beaucoup de plaisir, je l'ai remplacé. Voilà. Donc, je m'y attendais un petit peu à remplacer à un moment. J'ai pas fait précisément le choix du rôle. Et en même temps, c'est un rôle qui me convenait d'une certaine manière, parce que j'avais été sur le précédent film, Fais-moi plaisir, c'était un personnage qui, chaque fois qu'il était sur le point d'arriver à ses fins, ça lui glissait entre les doigts, et puis comme ça fait une suite. Et peut-être qu'à l'avenir, je n'interpréterai que ce genre de personnage qui n'arrive pas à aller plus loin. Voilà. En ce qui concerne l'autre question qui était... François Cluzet, Frédéric Bell, pourquoi est-ce que finalement il ne conclut pas Alors, bon, la question d'ailleurs, c'est la première fois qu'on la pose lors d'un débat. Elle est relativement pertinente, et en même temps, je ne sais pas si ma réponse le sera, parce que au départ, dans le scénario, ça terminait en effet. Comme même en tournant, je pensais qu'on terminerait le film comme ça. Et il
se passe des choses dans un montage, oui, le film ne varie pas tellement du scénario, mais ça fait partie de quelque chose qui en effet ont bougé. Pour une question d'équilibre, c'est que avec l'histoire, avec Julie Depardieu, Judith et Laurent Stocker, on se retrouvait dans une certaine forme de temporalité. C'était très difficile de revenir avec ce sentiment à cette histoire. Voilà. Donc on a préféré qu'elle intervienne comme ça en feuilleton, mais c'est vraiment sur un ressenti, on va dire, du montage et de l'humeur et sur le moment sur lequel on retourne. Mais à l'origine, en effet, ça se terminait avec François Cluzet et Frédéric Bell. Donc c'est bien senti. Une autre question? J'ai une question un peu sur la forme. On est très proche un peu du romanesque. On a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, des histoires qui se croisent parfois très peu. On a juste par exemple la question du personnage interprété par Frédéric Bell qui vient chercher ce bouquin dans la librairie. On remarque c'est drôle, qui s'interroge finalement sur la complexité des sentiments. Et voilà, pourquoi avoir voulu raconter cette histoire comme ça? On a un peu une tradition aussi, on peut penser à Marivaux, un peu du faux semblant, des personnages qui se cherchent, qui s'évitent, des masques. Là on réinvente un petit peu le masque où on ne sait pas qui est derrière, le masque vénitien. Finalement ils sont dans le noir, on ne sait pas qui est l'autre et puis on le découvre finalement. Et puis qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme-là? Alors, si on parle de la forme du film, ce qui m'intéressait, c'est finalement, comme toute personne qui écrive, je ne sais pas si pour vous, dans le public, parce que je crois qu'on est nombreux à écrire, on note parfois des idées, des petits résumés d'histoire, parfois des situations un peu plus longues. Et il y avait, en tout cas, dans ces histoires, ces histoires m'intéressaient. Alors, soit je ne les trouvais pas forcément suffisantes pour développer un long métrage, soit c'est leur trajectoire qui m'intéressait, et je trouvais que le fait de rentrer dans les détails nous sortait de leur trajectoire. Et je crois que j'avais une envie, mais qui était pas forcément formidable, mais justement de les rassembler entre elles. Donc c'est quelque chose qui au départ est vraiment parti de mettre plusieurs histoires ensemble. Ce qui était compliqué, c'était que je n'avais aucun modèle. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas à un film à sketch, puisqu'il y avait des liens entre différentes histoires, il y avait des effets de feuilleton, et ça ne correspondait pas non plus au film choral. Et c'est en discutant avec une amie, le titre, qui me dit « tu devrais appeler ça l'art d'aimer », et qui d'un coup a un peu fédéré tout ça. Alors je ne sais pas à quel point je m'éloigne de la question par rapport à la construction, mais il n'y avait pas une envie, on va dire, de thématique, de raconter quelque chose. Ce qui m'intéressait dans chacune des histoires, c'est que plutôt elles finissaient un peu comme des questions, des paradoxes, des interrogations, que comme des démonstrations, somme toute. Ou alors, s'il y avait une démonstration à trouver, c'est que de toute façon, en tout cas, tout nous échappe en matière d'amour. Et même par rapport au titre qui est hérité d'Ovide, qui est un magnifique livre, manuel, on va dire, d'instruction destiné aux amoureux, aux couples, aux femmes, aux hommes. Le film est bien en peine, lui, de donner des conseils. Donc aucune thèse dans le film, et plutôt une envie néanmoins de quelque chose de très narratif. Un film qui avance très vite, qui tourne un peu le même sujet mais à travers des variations, et qui en même temps ne tire aucune conclusion. Je pense, après, le film vous laisse la liberté d'en tirer quelques-unes. Enfin, si je peux donner, moi je ne connais pas votre travail précédent. En fait, en voyant ce film, on a l'impression d'un kaléidoscope avec des mises en abîme constantes. C'est exactement ce que... Tout à fait. Madame disait une sorte de kaléidoscope avec des mises en abîme, mais ça me plaît assez bien dans le sens où il y a un mot que j'aime bien qui est chatoyant, de ce côté,
ou comme voilà, quelque chose qui miroite et tout ça, en donnant sous le même thème des reflets différents et voilà, le cinéma, c'est pas forcément pour dire quelque chose, c'est un mouvement, c'est un charme, et puis bon, c'est quelque chose qui peut nous laisser penser. Mais il y a beaucoup à dire sur le sujet et en même temps aucune conclusion à tirer. Oui. Moi j'avais deux questions. La première c'est comment vous est venue la construction avec la voix off derrière? Parce que finalement c'est vrai que tous les personnages ont un lien entre eux, on aurait pu être directement dans l'action, alors que là c'est vrai qu'on se retrouve un peu plus spectateur, on regarde un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que je me demandais comment ça se passe au niveau de la construction du film, comment est-ce qu'on décide, tiens je vais faire un film vraiment dans l'action ou alors plus ça prend après. Alors, je commence par la première question. Ouais. Donc la question concerne la voix off et comment l'idée m'en est venue. D'abord, dans la voix off, il y a quelque chose dans une voix, bon en l'occurrence là celle de Philippe Dorreton, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une voix aussi je sais pas quel effet elle fait aux femmes, mais dans une voix et dans une voix d'un narrateur, c'est la première fois d'ailleurs que je l'ai expérimenté dans le film. J'avais fait souvent des voix off, mais c'était des personnages qui racontaient des choses. C'était une envie presque enfantine au départ du conte. On rentre dans un conte, quelqu'un nous prend par la main et je vais vous faire rentrer dans une histoire, et puis j'interviens aussi dans l'histoire. Et donc il y a déjà ce côté chaleureux, tout simplement chaleureux. La deuxième chose, c'est comme on passe d'une histoire à l'autre, c'est que grâce à la voix, on peut faire des raccourcis très rapides. On n'est pas obligé d'expliquer que tel personnage fait ça parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, ou qu'il faut montrer que ça. Voilà. Hop, la voix le dit, voilà, en 2 cuillères à peau, comme on dit, nous permet de faire des sons. Et d'aller directement aux endroits qui m'intéressent. Et puis la troisième chose, un peu plus ludique, c'est la voix qui joue avec l'image. Vous avez remarqué que à un certain moment, la voix dit ce que le personnage pense, ou ce qu'il pensait, ce qu'il pensait faire et tout ça. Et je trouvais ça dans une certaine forme qui n'est pas, je crois, une redondance par rapport à l'image, c'est presque une surexplication de l'image, crée une certaine forme de mystère. Quelque chose qui nous envoie dans la tête des personnages, etc. Il y a ça, enfin, voilà. Donc je trouvais quelque chose d'assez ludique. Voilà, purement quelque chose qui est l'ordre du jeu, et puis d'un coup, on revient au livre, on revient au livre, au conte, tout ça. Voilà pour la première question. Et la deuxième question, alors je n'ai presque pas la poser parce que je suis très peu sûre de moi, parce que je connais très mal votre travail aussi, mais il me semble avoir vu un film où vous jouiez, bon, je ne sais pas si c'était de vous, où vous jouiez avec Virginie Ledoyen, c'est bien ça? Et où vous jouiez aussi, si je me rappelle bien, enfin, c'était la même histoire de deux amis qui expérimentent plus ou moins une relation amoureuse et comment ça se passe, etc. Et puis alors je suis étonnée parce que je retrouve un peu la même histoire dans ce film. Vous pouvez parler assez fort pour que tout le monde entende. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ou Pardon? Pourquoi est-ce que vous traitez ce sujet en particulier? Est-ce que c'est un sujet qui vous travaille Oui, c'est un sujet qui me travaille. Donc, non, la question c'est qu'il y avait dans, pas mon film précédent, mais ce film précédent, un film qui s'appelle Un baiser s'il vous plaît, avec Virginie Ledoyen, où il y avait une situation un petit peu presque inversée, mais qui jouait sur une sorte de même ressort comique, où j'interprétais un personnage qui était sans copine et qui grosso modo, je vais résumer, ne se sentait pas d'avoir une aventure comme ça, ne se sentait pas d'aller voir une prostituée et tout ça, et demandait à sa copine, voilà, plus ou moins de lui rendre service, voilà, pour avoir, on va dire, une relation purement sensuelle. Donc là, ce qui est repris dans le film avec Judith Godrèche et Laurent Stocker, c'est l'idée, voilà, de se rendre service.
mais ce qui est repris aussi d'une autre manière, avec Pascal Arbillot et Julie Depardieu, où elle propose comme un service aussi son compagnon. Ou encore Julie Godrèche qui demande un service à Julie Depardieu de se substituer à cette relation sexuelle avec Laurence Cocker. Oui, il y a quelque chose en effet qui m'amuse là-dedans, qui correspond aussi peut-être alors je ne sais pas si c'est une déformation, au contraire, ou si c'est une lumière de notre époque, parce que au départ c'était un peu pour promouvoir ce genre de service. J'espère que ça donnera peut-être envie à quelques personnes ici de prêter son compagnon à une vie seule et tout ça. Donc c'est une façon d'en continuer d'une certaine forme la promotion, mais c'est aussi un trait aussi dans notre époque que de séparer quelque part la sensualité, le sexe et les sentiments. Longtemps les deux ont été quelque part, longtemps, en même temps c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a toujours eu un esprit plus, on va dire, libertin, en tout cas, il y a toujours cette question qui se dit, est-ce que voilà, le sexe est sacré, ou est-ce que c'est du plaisir physique, voilà. Et donc c'est une question avec laquelle joue à différents moments dans le film, comme avec ces deux jeunes gens qui s'aiment, pour moi sincèrement, qui sont fait vœu de tout se dire, qui veulent se comprendre si l'autre a envie d'avoir une relation. Et je crois qu'en effet, voilà, les histoires tournent autour un peu de cette question, est-ce que le sexe est sacré ou pas sacré, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc oui, c'est un sujet qui m'obsède. Oui, madame. J'avais une question concernant l'épisode du pianiste. Sans vouloir tirer sur le pianiste, est-ce que vous pourriez m'apporter quelques explications supplémentaires sur cet épisode d'introduction un peu du film, c'est une introduction peut-être. Comment si justement vous avez parlé du montage tout à l'heure, pour quelles raisons ça arrive à ce moment-là, et voilà. Alors on me demande, si tout le monde a compris, un peu les raisons pourquoi de ce sorte de prélude, de prologue avec le compositeur. Eh bien, j'en ai pas. Ou j'en ai presque pas. J'en ai presque pas parce que ce qui... alors, petite parenthèse, je veux dire que pour partir un peu de cette boutade, c'est-à-dire que on ne fait pas qu'un film avec des raisons. Vous comprenez bien, on fait quelque chose par rapport à des envies. Et donc, je vais répondre d'abord par une envie, et ensuite cette envie devient une raison. C'est pour ça que c'est toujours un peu fallacieux de se dire, voilà, ça c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Dans ces différentes histoires que j'avais, il y avait cette idée de petit conte. Et je trouvais intéressant de commencer le film par un aspect un peu plus merveilleux, presque fantastique, et un peu grave aussi, du fait, c'est un tragique, même s'il invente la musique. Il y avait une sorte d'introduction et de mise en place dans le film par rapport à la musique, à l'amour, aux sentiments amoureux, qui me semblait mettre en tout cas le spectateur dans un petit état à la fois de surprise, d'émerveillement et tout ça, et peut-être propice pour continuer dans la suite. Voilà, on va dire, dans les choses un peu floues qui peuvent se passer. Après, en les analysant un peu plus loin, une raison qui nous a semblé, en tout cas avec le monteur, relativement pratique par rapport au film, parce qu'on aurait pu mettre cet épisode, pourquoi pas à un autre endroit, c'est qu'il permettait aussi de mettre le spectateur dans une disposition de ne pas trop commencer sur des choses peut-être trop d'emblée drôles, cocasses, comiques, qui fait qu'après, quand on tombe sur des choses un peu plus graves, un peu plus douloureuses, un peu plus sensibles, eh bien, le spectateur peut épouser cette humeur. Voilà. Donc on commence avec une humeur, on commence même avec la musique de Brahms, qui est très lyrique, un peu plus grave, même si on rit pendant le film. Mais on peut avoir un peu ces deux humeurs.
Et le film prépare à rentrer dans une humeur peut-être un peu plus grave, on sourit, puis voilà. Mais c'est une explication qui est presque, on va dire, d'humeur musicale. Je ne sais pas si ma réponse vous convient. Voilà. Oui. À propos du début, pour revenir sur les défilements de musique et des émotions avec les fonds colorés, chatoyants pour reprendre le mot que vous avez dit tout à l'heure, ça vous paraît peut-être farfelu, mais moi j'ai tout de suite pensé à West Side Story. Le début du film, vous avez l'ouverture, mais c'est vraiment comme l'ouverture d'un opéra, quoi. C'est assez long. Ça reprend les différentes musiques qu'il va y avoir, avec un défilé de couleurs sur fond uni comme ça aussi. Bah écoutez, maintenant que vous le dites, c'est peut-être à cause de ça. Je n'y ai pas songé en le faisant. On sait très bien que de toute façon on fait des films parce qu'on a aimé beaucoup de films, donc on a beaucoup de films en tête. On ne sait pas où l'inconscient agit. Moi, ce qui m'amusait, c'était de commencer un film justement sur des aplats de couleurs et non pas sur des images animées. C'est assez drôle d'avoir ce côté purement pictural et abstrait. Et donc c'est ça qui m'a amusé. Enfin, voilà, il y avait quelque chose d'assez unique et puis de passer d'un thème à l'autre très, très, très rapidement. Mais qui sait, les détours, ça commence à peu près pareil. L'invention. Oui. Une question triple, mais qui fait quand même qu'une seule question. En fait, sur 3 choix de comédiens, vous évoquez tout à l'heure la merveilleuse voix de Philippe Torreson. Je voulais savoir comment vous en êtes arrivé à le choisir, pour quelles raisons spécifiquement, puisqu'il n'avait jamais tourné dans le film précédent. Deuxième question, alors à l'inverse, on retrouve dans ce film, dans des rôles plutôt secondaires, des personnages qu'on avait déjà vus dans d'autres films comme Michael Cohen, Ariane Ascaride, mais en revanche, il y a quelqu'un qui vous est totalement fidèle depuis maintenant pas mal de temps, c'est Frédéric Bell. Alors je voulais savoir pourquoi en avoir fait votre comédienne fétiche, sur quoi vous accordez particulièrement avec cette comédienne-là. Et la troisième question, toujours sur un non-choix cette fois-ci, pourquoi n'avoir jamais pensé, vu votre univers, vu le raffinement de votre langue et vu votre esprit à la fois ludique et élégant, pourquoi n'avoir jamais pensé à prendre Fabrice Lucchini, qui en plus ferait lien avec Romer, avec lequel vous partagez quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas si le producteur est dans la salle, mais il m'en parle continuellement. Donc, c'est parce que il faudrait que je fasse plus de films et que c'est un peu les films qui déterminent le choix des comédiens. Donc, la vie est courte, mais elle est longue aussi. Donc, j'espère que je ferai d'autres films et a priori, j'ai rien contre le fait de faire un film avec Fabrice Lucchini. Je ne sais pas si lui serait d'accord, je ne le connais pas personnellement. On verra si l'occasion se présente. Quant à Frédéric Bell, c'est simple, je crois qu'elle me tue si je... Donc je suis obligé. Et voilà, non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et de l'avoir rencontrée et de travailler avec elle et qu'elle a en effet une nature, on va dire, qui se marie très bien, en tout cas, avec mes dialogues et ce que j'écris. Une certaine forme, on va dire, de fantaisie absolument naturelle, une grande sensibilité et un mélange assez étonnant avec son physique. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose, on va dire, un personnage très, très, très surprenant. Et si je me creuse la tête pour trouver quelqu'un pour la remplacer, j'aurais un petit peu de mal. Il y avait une autre question. Pardon ? Le choix de Torreson. Le choix de Torreson, alors ça c'est quelque chose qui est... C'est un choix qui s'est fait en dernière minute, j'allais dire, d'une certaine manière. On a choisi la voix off pendant qu'on était au montage. Et on a essayé plusieurs voix off, un certain nombre de voix off, on n'arrivait pas à trouver. Et
c'est plus difficile de trouver une voix que de trouver un comédien, un corps entier. Parce qu'on pense à un comédien, mais la voix, c'est quelque chose de particulier. C'est la première fois que j'étais confronté à ça. Et on a eu la chance dans ce métier. Voilà. Non seulement d'avoir l'idée de Philippe Dorotton, mais aussi qu'il accepte et que ça marche très bien. Mais on a tâtonné et on a essayé d'autres personnes avant, pour dire la vérité, mais rien n'allait. Voilà. Et sur les choix de personnages, enfin d'acteurs plutôt, c'est bien évidemment des choix individuels, mais c'est aussi beaucoup la composition du duo, le fait que les choses fonctionnent. Comment est-ce que ça s'est construit? Est-ce qu'on pense d'abord à un et on va chercher qui pourrait lui répondre ou... Oui, oui, tout à fait. Mais bon, dans les exemples un petit peu peut-être plus évidents, c'est les deux filles, Julie Depardieu et Julie Godrèche. Il fallait des filles, on va dire, d'une tranche d'âge, on va dire, plus ou moins ressemblante, d'une taille plus ou moins ressemblante. Donc on n'a pas pu mettre Julie Godrèche et Frédéric Bell. Ça aurait été moins crédible. Et donc, moi j'ai déjà travaillé avec Judith. On a de suite pensé à Julie, que je ne connaissais pas, qui a accepté. Qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté? Oui, Cluzet et Frédéric Bell, c'était quelque chose aussi qui nous amusait, qui était assez étonnant. On avait peur que François Cluzet n'accepte pas, il a accusé. Il a accepté. Il a accusé le coup avec Frédéric. Parce que c'est deux comédiens, mais qui sont à des mondes opposés. Pour François Cluzet, sa première crainte, c'est de jouer. Mais c'est des messages en disant Emmanuel, j'ai peur qu'on joue. J'ai peur qu'on joue. Bon, ça va aller, mais j'ai peur qu'on joue. Et Frédéric Bell, elle, c'est le jeu, quoi. C'est qu'elle enregistre à moins d'intonation, elle travaille tout, elle est au magnétophone, elle répète, tout ça, alors que François Cluzet veut vivre la situation. Donc il n'y a pas à dire quel est le mieux et pas le mieux, mais c'est deux écoles de jeu, mais plus diamétralement opposées, on peut pas imaginer. Donc ça a été assez vif sur le plateau, mais bon, au final, voilà, c'était pas plus mal même par rapport à la situation. C'est marrant pour Frédéric Bell et François Cluzet, parce que leurs personnages sont un peu à l'inverse de la manière dont ils travaillent, quoi. Frédéric Bell, vous dites qu'elle répète tout, etc., et elle n'arrête pas de dire je vais être dans la sincérité, dans la vérité de l'instant, et puis François Cluzet, on a l'impression qu'il calcule un peu plus. Et puis, tout à fait. On va peut-être prendre les dernières questions. Justement, on a l'impression que vos dialogues sont très très écrits. Est-ce qu'il y a une part d'impro ou pas du tout? Vous laissez une part d'impro aux acteurs? Alors, si c'est une part d'improvisation qu'on entend par, on va dire, improviser du texte, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pas en soi que je sois contre. Bon, après, il faut savoir que toute l'intrigue, tout le suspense, tous les rebondissements ont un grand rapport ils sont dans le dialogue. Donc si d'un coup un personnage se met à dire quelque chose qui n'est pas prévu, je t'aime au milieu du film, alors je vais le dire à la fin, ça serait plutôt embêtant. Après, je pense aussi les comédiens, s'ils veulent changer des petits mots, je leur donne, je leur propose même. Mais c'est eux-mêmes qui tiennent à le respecter. Et je pense qu'ils respectent le texte d'autant plus pour pouvoir être libre. Ça veut dire que l'improvisation, il y en a toujours. Ça veut dire une façon de dire bonjour, je t'aime, au revoir, passe-moi le sel. Sur chaque prise, ça sera un peu différent. Et quelque part, plus le texte est respecté d'une certaine manière, plus quelque part ils peuvent s'abandonner. Donc je crois que ce que cherchent souvent les comédiens, c'est plus une certaine forme d'abandon dans le jeu, qui est peut-être une certaine forme d'improvisation, mais pas une improvisation d'invention. Voilà. Donc il n'y a pas d'invention de texte, mais il y a plus un abandon de jeu. Voilà. Donc, et parfois l'improvisation est contraire à l'abandon. Une dernière prise de parole. Il n'y en a pas d'autres
Le mot de la fin. Sur la musique qui a un si grand rôle dans tout le film d'ailleurs, je voulais savoir ce stade de l'écriture, vous écriviez en musique pour revenir aussi un peu effectivement au prologue de Stanislas Mérard qui associe différents sentiments amoureux à différentes musiques et évidemment aussi à différentes couleurs. Est-ce que vous-même vous trouvez les couleurs à l'écriture de vos histoires, de vos scénarios, vous écrivez d'abord en musique, et est-ce que vous vous mettez chaque fois dans un climat musical différent en fonction de ce que vous écrivez? Non. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, je me dis que parfois peut-être écrire la musique, mais les étapes en fait dans l'écriture d'un film, elles sont très très séparées. La structure de l'histoire, l'écriture des dialogues, le choix des comédiens, c'est toujours de l'écriture, le choix des décors, c'est de l'écriture, le tournage, c'est de l'écriture, le montage, c'est de l'écriture, le choix des musiques. Mais peut-être quelques réalisateurs qui en effet travaillent avec une musique, qui écoutent. Moi, ma petite expérience me montre que chaque fois que j'ai pensé à produire quelque chose en amont, et chaque fois je ne peux pas m'empêcher de penser à des choses en amont, j'avais pensé même sur ce film parfois quelques trucs, ça ne marche pas, donc j'essaye de pas trop. Donc la musique, c'est quelque chose qui est justement très difficile pour moi à théoriser, et c'est la chose au montage sur laquelle on passe le plus de temps avec le monteur. Le montage image plus rapidement que la musique, et donc notre méthode, c'est de venir chacun avec une bibliothèque musicale, aujourd'hui sur des disques durs, où on arrive avec tous les morceaux qu'on a, tous les morceaux qui nous intéressent, qu'on aime et tout ça, et qu'on se fait écouter pendant le montage, et parfois on pense. Mais la musique est tellement envahissante dans l'image, elle contamine tout. Donc c'est très difficile de penser, enfin de visualiser à l'avance l'effet de la musique sur une image. C'est très très difficile, je ne sais pas si certains y arrivent, mais moi je pense que c'est pas possible véritablement de le savoir. Et il y a des musiques parfois, comme on avance à tâtons, on est persuadé que cette musique allait, ça marche pas. Puis parfois on écoute cette musique, on va dire non, pas si, on essaye, ça mange pas ça. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se marie. Il y a un mariage qui fait que ça prend une dimension qui était même inattendue pour nous-mêmes. Donc le travail de la musique, c'est un travail long, à tâtons, et sans technique, on va dire, particulière. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Voilà. Et le film sort en salle le 23 novembre, je crois. Donc si le film vous a plu,